Alors, je propose aujourd'hui de faire avec vous une leçon sur l'histoire des États-Unis, du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, donc jusqu'à Obama. Alors, mon exposé comprendra plusieurs parties. Une première qui couvrira l'histoire des États-Unis, des origines, donc depuis l'indépendance jusqu'à la guerre de sécession. Une deuxième partie qui ira de la guerre de sécession jusqu'à la guerre de 14-18. Une troisième partie qui couvrira l'histoire des États-Unis de l'entre-deux-guerres et ça couvrira également la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça fait déjà trois parties, c'est ça. Une quatrième partie qui ira de 1945 à nos jours. Voilà, je propose de procéder de cette manière. Alors je commence donc par la première période, c'est-à-dire celle qui va de l'indépendance à la guerre de sécession. Autrement dit, de 1783 à 1665, la date de la fin de la guerre de sécession. Alors, vous vous souvenez peut-être ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que c'est en 1773 que pour la première fois, les colons de la côte est de l'Amérique du Nord se révoltent contre la puissance coloniale, contre la métropole, à savoir l'Angleterre. Alors il y avait deux raisons principalement, mais qui sont liées toutes deux à des problèmes fiscaux. Alors symboliquement c'était assez important, outre l'aspect évidemment concret, que c'est pas agréable de devoir payer des impôts, mais symboliquement pourquoi? Parce que les colons se sont dès lors sentis comme des sous-sujets de Sa Majesté britannique, puisqu'on ne leur avait pas demandé leur avis, et que tout avait été décidé au Parlement de Westminster à Londres. Dès lors, les insurgés se soulèvent contre la puissance coloniale et c'est ce qui va conduire, après une guerre, à l'indépendance des États-Unis en 1783. En 1787, une constitution est donnée au pays, constitution qui est très avancée évidemment pour son époque, puisqu'il y a séparation des pouvoirs, exécutif, législatif et pouvoir judiciaire. Ensuite, parce qu'il s'agit d'un État fédéral qui comprend 13 États, puisque les 13 colonies initiales sont transformées en États. Et enfin, parce que le président dispose de pouvoirs importants, mais qui sont contrebalancés par le Congrès. Ce premier président, c'est George Washington, qui donnera son nom à la capitale fédérale, qui avait bougé, en tout cas pendant les 20 années qui précédaient, puisqu'il avait été d'abord question de Boston, de Philadelphie, voire même de New York, et c'est finalement dans la ville qui porte son nom que la capitale fédérale va être installée. Il ne s'agira d'ailleurs même pas d'un État, mais d'un district, pour montrer que la capitale ne dépend pas, n'est pas incluse territorialement dans un des différents États qui composent les États-Unis. Alors, George Washington essaye, comme c'est le premier président, tout à fait logiquement, de garder l'unité des patriotes, c'est comme ça qu'ils s'appelaient, face à la puissance qui avait, comment dirais-je, dont ils s'étaient détachés. Et en effet, il y a deux partis qui très rapidement se mettent en place. Un parti fédéraliste qui, lui, est pour la centralisation, et d'autre part, un parti républicain qui n'a plus du tout le même programme qu'à l'heure actuelle, le parti républicain qui, à l'époque, je dis bien, est un parti qui vise à ce que chaque État garde sa plus grande autonomie possible. Voilà. Les premiers présidents sont d'ailleurs des républicains. Il s'agit de Jefferson, il s'agit de Madison et il s'agit de Monroe. Monroe qui était à l'origine de la fameuse doctrine Monroe, 1823 ou 24, je ne sais plus, qui prévoit que les États-Unis ne s'occuperont plus de politique internationale, et en tout cas pas de ce qui se passe en Europe, de manière active, et il énonce la fameuse doctrine « l'Amérique aux Américains ». Voilà, ça c'est au tout début des États-Unis
la situation sur le plan politique. Alors maintenant, quelles sont les grandes idées à retenir sur le plan social et sur le plan économique? Alors, sur le plan économique et démographique, la situation est la suivante. C'est que, à la fin du XVIIIe siècle, donc au moment où les États-Unis sont fondés, sont créés, il y a 4 millions d'habitants dans les colonies. Donc, si vous calculez bien, il s'agit d'une population qui est équivalente à celle des Pays-Bas, c'est-à-dire de la Belgique à la même époque. Comme je dis, les Pays-Bas, ce sont les ex-Pays-Bas autrichiens. Donc, il y a 3,5 millions d'habitants dans les Pays-Bas autrichiens, la fin du XVIIIe siècle, et il y a 4 millions d'habitants dans les 13 colonies. Donc, la Belgique, si je puis dire, l'ancêtre de la Belgique et les États-Unis, ont une population équivalente. Les États-Unis vont connaître une croissance très très rapide sur le plan démographique. Tout d'abord grâce à une natalité très très forte, mais aussi grâce à des vagues d'immigration. Alors d'où viennent ces immigrés? Ils viennent principalement d'Angleterre, d'Irlande, ils viennent également d'Allemagne et des pays scandinaves. Donc je dis bien dans la première moitié du XIXe siècle. On verra que par la suite, en particulier dans le dernier quart du XIXe siècle, cette immigration va changer. Je dirais que vers 1840, il y a pratiquement 35 millions d'habitants. Donc vous voyez que c'est quand même une croissance assez fulgurante aux États-Unis. Les États-Unis vont, à partir de ce moment-là, croître territorialement parlant. Alors, d'un point de vue en extension, d'un point de vue géographique, les 13 colonies originelles, qui sont donc devenues les 13 premiers États, se trouvent ici, sur la côte Est. Voilà, donc les États-Unis, à l'origine, c'est rien d'autre que ceci. C'est rien d'autre que ceci. Alors, pacifiquement, grâce à des règlements et des compromis, ou des achats, les États-Unis vont s'agrandir de la Floride, Florida qui veut dire le pays fleuri. Ils vont s'agrandir également en 1803 de la Louisiane. Alors entendons-nous bien, la Louisiane dont on parle depuis le XVIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle, c'est une vaste région qui va des Grands Lacs et qui a une forme pratiquement de V ici, depuis la frontière canadienne jusqu'au golfe du Mexique. Donc c'est un très vaste territoire qui n'a strictement rien à voir, comme je vous disais, avec le petit État de Louisiane qui se trouve dans le sud des États-Unis. Donc rien à voir. L'État de Louisiane est minuscule par rapport à ce qu'on appelle la Louisiane au XVIIe et au XVIIIe siècle. La Louisiane qui tire son nom, bien entendu, de Louis XIV, puisque la Louisiane a été colonisée à l'époque de Colbert dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Alors, autre territoire qui va pouvoir être joint, oui, alors je ne vous ai pas dit, la Louisiane a donc été achetée en 1803 par les Américains à Bonaparte, qui est encore premier consul de France à ce moment-là pour 3 ou 4 milliards, si mes souvenirs sont bons, de francs or. Donc c'est une somme importante pour l'époque, mais enfin vous imaginez la dimension du territoire. On comprend pourquoi le futur Napoléon, qui sera empereur un an plus tard, n'avait pas les moyens, alors qu'il se battait contre toute une série de puissances étrangères en Europe, de pouvoir encore soutenir l'effort en Louisiane dans l'hypothèse où les Américains auraient décidé eux-mêmes de le conquérir, ou l'Angleterre éventuellement. Donc Napoléon a fait un bon calcul à ce moment-là, enfin Napoléon, c'est encore Bonaparte, à ce moment-là, il a été assez lucide pour se rendre compte qu'il ne pouvait pas mener un effort de guerre en Europe et en même temps continuer à soutenir les colonies peu peuplées de Français dans le centre des États-Unis. Et donc il y a enfin un troisième territoire, c'est l'Oregon, qui se trouve ici, qui est à la suite d'un accord avec l'Angleterre qui devient
America, donc qui est tout à fait isolée du reste, parce que toute cette région-ci n'est pas encore conquise. C'est en fait entre 1836 et 1848 que les États-Unis vont, à la suite de guerre contre le Mexique, annexer des territoires qui se trouvent ici dans le sud, au-delà du Rio Grande, qui est donc là le fleuve qui sépare les États-Unis du Mexique. Vous avez d'une part le Texas, vous avez d'autre part le Nouveau-Mexique, et vous avez enfin la Californie. Voilà. À ne pas confondre avec la Californie mexicaine, hein, qui est la presqu'île qui se trouve ici. Voilà. D'ailleurs, si vous regardez une carte, vous remarquerez que de nombreuses villes qui se trouvent dans cette région portent des noms espagnols. Hein, pensez à San Francisco, San François, Los Angeles, ça veut dire les anges. Hein, vous savez que dans le Nouveau-Mexique et dans le Texas, il y a de nombreuses villes qui portent des noms espagnols, d'ailleurs, comme dans l'Arizona ou dans le Nevada. Nevada, ça veut dire le pays enneigé. Hein, Nevada en espagnol. Hein, Las Vegas, etc. Vous voyez bien que ce sont tous des noms à consonance, etc. Santa Barbara, enfin, il y en a beaucoup, San Diego, etc. etc. Voilà. Ça, c'est donc pour la première partie du XIXe siècle. Alors, c'est une époque de forte croissance, hein, grâce à cette poussée démographique et grâce aux pionniers dont je vais vous parler dans quelques instants. Alors, comment peut-on caractériser la population des États-Unis à cette époque-là? Alors, il faut distinguer d'une part la population du Nord-Est, hein, la population des territoires qui font partie des premiers États des États-Unis, donc au Nord-Est. Hein. Alors, que trouve-t-on comme population? Alors, on trouve des populations qui sont mues par le capitalisme à outrance, donc on trouve si je peux dire, des grands chefs, des chefs d'entreprise qui produisent déjà de manière très très importante. Vous trouvez à côté de ces managers, si je peux dire, bien que le terme soit tout à fait anachronique, vous trouvez également des populations qui sont constituées de paysans, des petits paysans très puritains. Il reste encore des traces de certaines de ces populations, vous savez, comme les Amish, des gens qui vivent encore comme au XIXe siècle, comme si le temps s'était arrêté. Ce sont en fait des groupuscules, des populations, des sectes protestantes qui ont fleuri à ce moment-là, et qui sont parfois très anciennes, puisqu'elles remontent parfois au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Hein. Elles ont dû partir d'Europe à la suite de persécutions, bien souvent, en particulier en Angleterre. On trouve également des ouvriers. N'oubliez pas que la première moitié du XIXe siècle, c'est l'époque où démarre la révolution industrielle. Donc on trouve également des ouvriers. Alors ces ouvriers, en général, ils sont mal payés parce qu'en fait les patrons se servent de cette main-d'œuvre très abondante qui est en train d'arriver sous forme migratoire d'Europe. Alors vous avez une deuxième région. Vous avez le sud. Donc je vous montre ceci sur la carte. La région dont je viens de vous parler, c'est toute cette région-ci, le nord-est. Maintenant, je vais vous parler de cette région-ci, le sud. Alors, cette région-ci, à savoir la Virginie, la Louisiane, justement, les Carolines, par exemple, en fait, ce sont des régions où l'on trouve des grandes plantations. Des grandes plantations de type colonial, avec des grands propriétaires fonciers. On y trouve aussi des petits blancs, des pauvres qui ont des toutes petites propriétés, mais on y trouve surtout des esclaves noirs qui viennent des côtes occidentales de l'Afrique depuis le XVIIe siècle. Alors, ces noirs sont très très nombreux. Il faut savoir que l'esclavage n'a été aboli que dans les années 1860, par le président Abraham Lincoln.
que donc pour la première moitié du XIXe siècle, l'esclavage était tout à fait monnaie courante, en tout cas dans le Sud. Alors il faut savoir que chaque État décide de sa législation. Autrement dit, il y avait beaucoup d'États, parce que tous les États du Nord-Est qui avaient supprimé, qui avaient aboli l'esclavage. Alors que dans le Sud, les États avaient maintenu l'esclavage, parce qu'ils avaient besoin de cette main-d'œuvre abondante. Ce système peut paraître archaïque, et toutefois, des spécialistes de la nouvelle économie, la nouvelle économie, ce qu'on appelle l'économétrie aussi, ont démontré que l'esclavage n'était pas un système archaïque du tout au point de vue des rendements, mais que si l'esclavage avait été maintenu après 1865, eh bien le Sud aurait prospéré encore plus. Et donc la production des esclaves n'était pas quelque chose, comment dirais-je, de tout à fait superficiel et de tout à fait secondaire, pas du tout. La production était très importante et c'était un système très efficace. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans le Sud? Essentiellement des plantations de coton, de tabac, des plantations de type subtropical essentiellement. Alors que dans le Nord, on trouve plutôt du blé à titre principal. Voilà. Maintenant, il reste une troisième région, c'est la région de l'Ouest. Donc, je vous ai parlé d'abord du Nord-Est, puis je vous ai parlé ensuite du Sud. Maintenant, il me reste à vous parler de toute cette région-ci. Alors, toute cette région-là, c'est ce que l'on appelle l'Ouest, et cette région est immense. Ce sont des montagnes d'abord, c'est tout ce qui se trouve au-delà des Appalaches et au-delà du Mississippi et du Missouri. Ce sont des régions qui vont être colonisées par les fameux cow-boys. Leur épopée est bien connue grâce aux films, grâce aux westerns. Vous connaissez toutes ces épopées, ces films qui relatent la conquête de l'Ouest par les tuniques bleues, ces soldats, par ces pionniers. Et ces pionniers, ce sont en général des aventuriers, des gens qui sont parvenus à s'installer durablement dans l'Est des États-Unis et qui vont toujours aller plus loin vers ce lointain Ouest, donc le fameux Far West. Voilà. Et ils vont aller de plus en plus donc vers la côte Pacifique. Ils sont attirés vers la côte Pacifique parce qu'on va trouver entre autres de l'or en Californie. Mais il y a par lieu essentiellement des éleveurs, des agriculteurs et surtout des éleveurs. Ce sont, vous connaissez, ces très grands troupeaux qui circulaient sur ces plaines immenses occupées par les Indiens qui étaient des nomades. Et c'est ce qui explique qu'il y a eu plusieurs guerres indiennes, alors là dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui ont conduit à pratiquement l'extermination des Indiens, et les Indiens qui ont survécu ont été parqués dans des réserves à la suite de traités ignominieux, la plupart du temps, et encore, quand on trouvait dans les réserves des matières premières qui étaient intéressantes, comme le pétrole, je vous renvoie à Tintin en Amérique, où à un moment donné, Tintin dans une réserve d'Indiens, et il se trouve au-dessus d'une réserve de pétrole, vous vous souvenez peut-être de ça, on voit le rocher qui s'élève au-dessus, et alors pour vous montrer, enfin c'est une caricature bien entendu, pour montrer la rapidité à laquelle poussaient justement ces villes dans l'ouest des États-Unis, on montre la situation un jour plus tard, on voit qu'on est en train de construire la ville, et 2 jours plus tard, il y a déjà un agent de circulation qui lui dit « Monsieur, passez, etc. » parce que les rues sont construites, les bâtiments et tout aussi. Voilà. Alors, les Indiens, comme vous savez, la plupart d'entre eux, ce sont devenus des gens très très pauvres, qui sont souvent des sans-abri, enfin des pauvres gens qui sont tombés souvent dans l'ivresse, l'éthylisme, et voilà. Et vous savez que les Indiens font partie, la plupart du temps, des populations les plus pauvres des États-Unis.
Alors, l'évolution maintenant toujours sur le plan politique, enfin on reprend plutôt la suite de ce que je vous ai dit plus tôt. Je m'étais arrêté, vous vous souvenez, en 1929, un peu de temps après le président Monroe. En 1829, hein, bien entendu, en 1829. Alors en 1829, un nouveau président est élu. Il s'agit d'un président très connu aussi, c'est Jackson. Hein? Bon, évidemment, ce n'est pas toujours évident de les mémoriser. Donc, vous vous souvenez, il y a eu Washington, puis il y a eu Jefferson, hein, puis je vous ai cité, qui ça encore? Oui, je vous ai cité Madison, je vous ai cité Monroe, j'aurais pu vous citer également Adams, hein, au tout début des États-Unis aussi. Et maintenant, c'est Jackson. Jackson, c'est un homme nouveau, c'est un avocat, il va même être général, il va être élu président des États-Unis, donc, et il va créer un nouveau parti, qui existe toujours, c'est le Parti démocrate. Le Parti républicain, je dis, existe pratiquement depuis le début, depuis l'indépendance. Un nouveau parti. Alors le Parti démocrate, c'est un parti qui à l'origine regroupe beaucoup de mécontents. Hein? Il faut savoir que pendant la plus grande partie du XIXe siècle, ce sont les républicains qui vont dominer, hein, essentiellement. Même Abraham Lincoln est un républicain, parce qu'à l'heure actuelle, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'anachronisme, on pense les républicains, c'est l'ultra-droite, ce sont les ultra-libéraux, hein, tandis que les démocrates, hein, ça se rapprocherait de ce que nous appelons la gauche, les travaillistes, etc. C'est pas comme ça que ça se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, le système des partis, c'est pas la gauche et la droite, même si effectivement, il y a des orientations qui sont relativement claires maintenant. Mais dans l'histoire des États-Unis, ça ne s'est pas passé comme ça. Ces deux partis qui vont dominer, le parti républicain et le parti démocrate d'autre part, ce sont des partis qui essaient essentiellement de ratisser large, sans avoir une couleur idéologique marquée. Il n'y a jamais eu de socialistes ou de communistes, hein, qui sont arrivés au pouvoir aux États-Unis. Il y a eu des petits partis socialistes, des petits partis communistes, mais les Américains ne sont pas un peuple, je dirais, qui est marqué par l'idéologie, sinon par leur idéologie, hein, qui est celle de l'American Way of Life, c'est-à-dire la manière de vivre américaine. Tout le monde est d'accord sur les fondements, je dirais, de la société américaine, que vous soyez républicain ou vous soyez démocrate à l'heure actuelle. C'est essentiellement une question d'accent. Mais les accents, ce n'est pas négligeable. Hein. Enfin, ce sont des questions d'accent. Mais il n'y a pas de conflit, comme il y en a eu en France, entre d'une part la gauche avec une extrême gauche et d'autre part une droite et une extrême droite comme en France. La société française est beaucoup plus clivée que la société américaine. Hein. Donc on ne doit pas transposer nos catégories politiques sur l'histoire de la politique aux États-Unis. Ça, c'est très important. Jackson arrive avec quelque chose qui est tout à fait nouveau, c'est l'idée que tous les 4 ans, puisque la durée d'un mandat présidentiel aux États-Unis est de 4 ans, que chaque président, lorsqu'il arrive, il installe une nouvelle administration, ce qui n'existe pas du tout dans nos pays européens. Vous savez très bien, quand on change de gouvernement, c'est toujours la même administration, ce sont toujours les mêmes fonctionnaires. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. L'administration change. Donc il y a des dizaines de milliers de personnes qui se voient comme ça, au niveau fédéral, je dis bien, changer d'emploi simplement parce qu'ils sont démocrates ou républicains. Et donc, du jour au lendemain, si votre champion démocrate ou républicain perd les élections, vous vous trouvez sans emploi. Donc à vous, hein, effectivement, d'avoir prévu une porte de sortie dans ces cas-là. Hein, c'est ce qu'on appelle le spoil system. Donc, c'est le système des dépouilles. On reprend, hein, les dépouilles du précédent, et puis soi-même, on est dépouillé si on perd les élections. Ça va? Alors maintenant, on arrive à la guerre de sécession. La guerre de sécession s'étend de 1860 à 1865. Alors cette guerre de sécession, c'est une guerre vraiment structurelle. Ce n'est pas une guerre purement conjoncturelle. En effet, le Nord est essentiellement industriel. Le Nord est également protectionniste. Le Sud, lui, est marqué par une idéologie de type aristocratique, et le Sud est également marqué par une théorie économique qui est le libre-échange. Pourquoi? Parce qu'ils produisent beaucoup de produits de la terre,
qui peuvent être vendus en particulier en Europe. Donc ils ont besoin des libre-échanges, tandis qu'au nord, on est protectionniste. Au sud, il y a l'esclavage, au nord, l'esclavage a été aboli. Alors c'était une guerre terrible pour les Américains. Nous l'appelons guerre de sécession. Mais aux États-Unis, on ne dit pas la guerre de sécession, on dit la guerre civile. On dit the Civil War, la guerre civile. Et c'est une guerre civile, en fait. Hein? Alors, à cette époque-là, les États-Unis élisent un président, donc Abraham Lincoln, qui abolit l'esclavage. Mais dès le lendemain de son élection, les États du Sud, donc je vous montre où tout ça se situe. Donc le nord, voilà, le nord c'est cette partie-ci, et le sud, c'est à partir de là. Alors vous allez me dire, oui, mais les États qui sont entre deux, il y a des États qui n'ont pas pris parti au début, ou certains qui ont pris parti, mais en cours de la guerre. Les États du Sud, c'est la région des plantations, la région esclavagiste, et les États du Nord, c'est essentiellement donc les États du Nord-Est, la région industrielle. La guerre va être extrêmement pénible. En effet, ce sont des frères, des cousins qui doivent se battre. Il n'y a rien de pire qu'une guerre civile. Se battre contre un ennemi étranger qui ne parle pas votre langue, ben, je dirais, c'est pas gai, c'est sûr, mais enfin, c'est un ennemi qui envahit votre territoire. Une guerre civile, là, ce sont des frères, des cousins, je vous le dis, des habitants d'un même pays, qui n'ont pas les mêmes visées, mais ce sont les habitants d'un même pays. Et donc, au nord, vous avez Abraham Lincoln qui a pour capitale Washington, et dans le sud, vous avez un autre président qui est désigné, qui est Jefferson Davis, et qui a sa capitale à Richmond. Alors, si vous regardez une carte, eh bien, Richmond n'est peut-être qu'à 200 km, enfin, je n'ai pas la distance précise en tête, de Washington. Ce sont deux villes qui sont extrêmement proches, alors que c'est un territoire qui est immense aux États-Unis. Donc, en fait, les deux capitales sont très proches. Alors, les généraux nordistes, le général Grant, le général Sherman, vont battre en particulier Lee, L-E-E, le général en chef du Sud. Il va y avoir des batailles terribles, comme la bataille de Gettysburg, on peut voir le champ de bataille, les guides vous conduisent sur ce champ de bataille. C'était une guerre terrible, c'était la première guerre moderne, entre guillemets, dans la mesure où l'artillerie a joué un rôle très très important. Cette guerre, donc, se termine au détriment du Sud, qui est battu. Quelques jours après la fin de la guerre, Abraham Lincoln est assassiné. Il est assassiné, mais la guerre est gagnée. Et on rentre dans la deuxième période dont je voulais vous parler, c'est-à-dire la période qui va de 1865 à 1918, période pendant laquelle, justement, le Sud va devoir se reconstruire. Il va se reconstruire assez vite. Moins d'une dizaine d'années après la capitulation, le Sud repart. Toutefois, les Yankees sont très arrogants, c'est-à-dire ces Américains du Nord sont très arrogants dans le Sud, pour les Noirs, la situation n'a pas vraiment changé, parce que l'esclavage a disparu. L'esclavage est un statut juridique, mais dans les faits, ces anciens esclaves se retrouvent sans emploi. Évidemment, vous allez me dire, avant, ils n'étaient pas payés. On est bien d'accord. Mais ici, ils se retrouvent sans emploi, une époque où le chômage n'existe pas. Donc, ils tombent dans la misère, sans faire de mauvais jeu de mots, la plus noire. Donc, ils souffrent beaucoup, et leurs droits dans ces États-là ne seront, comment dirais-je, reconnus. Je veux dire, l'égalité des droits que très tard, seulement dans les années 1960. Imaginez, les Noirs vont devoir attendre une centaine d'années pour pouvoir s'en sortir. C'est l'époque, et j'anticipe évidemment un petit peu par rapport à ce que je voulais vous dire dans la quatrième période, vous devez penser qu'il faut attendre des années 60 pour qu'il y ait la reconnaissance de ce qu'on appelle les droits civiques
avec le combat de grands personnages comme Martin Luther King, bien entendu, qui va être assassiné en 1968. D'autres vont combattre également pour les droits civiques, par exemple Kennedy, Johnson, même Eisenhower avait tenté aussi, Bob Kennedy qui a été aussi assassiné peu de temps après Martin Luther King, comme vous le savez aussi. Voilà. Mais donc, l'élection d'Obama a été vécue, évidemment, pour les populations noires, comme une revanche sur le destin, une reconnaissance, au moins symbolique, de leur existence. Je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être du jour où Obama est arrivé avec son épouse et ses deux petites filles, juste après avoir été élu. Il y avait le pasteur Jesse Jackson qui était dans l'Assemblée, et il y a eu un gros plan d'une caméra à ce moment-là. On voyait qu'il était en train de pleurer. Lui-même s'était présenté à l'élection présidentielle précédemment, et voilà, c'était un de ses frères qui arrivait donc au pouvoir. Je retourne donc au XIXe siècle. La population croît à une grande vitesse. Il faut se dire qu'à la fin du XIXe siècle, la population est passée des 35 millions dont je vous parlais à 95%. 95 millions. Donc vous imaginez, on est à près de 100 millions d'habitants vers 1900, alors qu'un siècle plus tôt, il y avait 4 millions d'habitants. Alors, ça s'explique comment? Et ça s'explique essentiellement parce qu'en Europe, au XIXe siècle, il y a la révolution industrielle, il y a beaucoup d'ouvriers qui vivent dans la misère, et le seul espoir pour eux, c'est évidemment de partir et se dire, voilà, il y a un monde nouveau qui nous attend, on va peut-être faire fortune de l'autre côté de l'Atlantique. L'immigration va changer. On ne va plus trouver des Anglais, des Irlandais, des Scandinaves et des Allemands, ou en tout cas beaucoup moins, comme c'était le cas dans la première moitié du XIXe siècle. On va trouver des Méditerranéens, on va trouver beaucoup d'Italiens. Pensez à la réputation de Chicago à l'époque d'Al Capone, par exemple. Pensez à la naissance de ces quartiers italiens que l'on trouve dans des grandes villes américaines. Si vous allez à New York, vous savez qu'il y a Little Italy, par exemple. Vous trouvez des Little Italy comme ça, aussi à Chicago, etc. Vous avez également des Slaves qui viennent, comme les Polonais, des Russes. À Chicago, il y a un quart de la population, je crois, d'origine polonaise. Ça va? Et vous allez avoir aussi des gens qui viennent de l'autre côté du Pacifique, c'est-à-dire des Japonais, des Chinois, qui vont s'installer essentiellement sur la côte occidentale des États-Unis, en Californie. Et ils vont participer justement à la construction de ce fameux chemin de fer. Ils vont travailler également dans les mines. Donc il s'agit essentiellement d'un prolétariat, mais vous trouvez également des quartiers chinois sur la côte est. Pensez à New York, à Chinatown, qui est un quartier qui se trouve juste à côté de Little Italy. Little Italy est en train de devenir tout petit, et Chinatown est en train de devenir de plus en plus grand. Quand j'étais à New York, c'était il y a 2 ans, Little Italy, c'est devenu 4 ou 5 rues. Alors c'était vraiment tout un quartier, tandis que Chinatown a pris beaucoup d'importance. Voilà. Or, les Chinois, c'est aussi les restaurants, les commerces, le textile en particulier. Deuxième élément qui contribue à l'expansion des États-Unis, c'est la révolution des transports, qui est liée à la révolution industrielle. C'est la construction de chemins de fer partant de l'Est et allant vers l'Ouest. C'est en 1860 que pour la première fois la jonction est faite entre les deux côtes. C'était une grande épopée qui est également relatée dans les westerns, la construction du chemin de fer. Ça demandait une main-d'œuvre très très importante. Ça demandait également, vous imaginez bien, de monopoliser une partie importante de l'industrie sidérurgique pour la construction des rails, des locomotives, des wagons, etc. Alors, 2 autres lignes de chemin de fer reliant
l'Est à l'Ouest, vont être construites dans le dernier quart du XIXe siècle. Voilà, très très important. C'est l'époque aussi, la deuxième moitié du XIXe siècle, où des grands capitaines d'industrie, des grands industriels amassent une fortune considérable et construisent un véritable empire. Le plus célèbre d'entre eux, c'est évidemment Rockefeller, dans le domaine du pétrole. Il va avoir même le monopole du pétrole dans certaines régions des États-Unis. Il va constituer même un trust. Il y aura des lois antitrust dans les années au début du XXe siècle. Les trusts, effectivement, ce sont des sociétés qui contrôlent la production, jusque, non seulement la production, mais également la transformation et la distribution d'un produit. Et parviennent à monopoliser véritablement le marché au point de fausser un des dogmes du libéralisme qui est la libre concurrence. Jusqu'à un moment donné, les petits producteurs ne peuvent pas s'en tirer parce qu'évidemment, vous pouvez réduire vos coûts de production quand vous produisez évidemment en grand nombre. Vous savez, le système, si vous allez dans une grande surface, vous allez payer vos produits moins chers d'ailleurs que si vous allez chez votre épicier du coin, parce que ça réduit évidemment les coûts de production. Vous avez un autre exemple, c'est le cas de Ford. Alors, dans le cas de Ford, vous devez vous dire qu'au début, à la fin du XIXe siècle, avait déjà plus de 100 000 employés ouvriers. Vous imaginez, c'est immense. Il y a également, dans l'industrie chimique, plus tard on le verra avec Dupont de Nemours, ça c'est plutôt pour l'entre-deux-guerres. Il y a Pierpont Morgan dans le domaine de la banque, dans le domaine de l'acier, bien entendu, de la sidérurgie, de la Carnegie. Donc ce sont de véritables rois. On parle d'ailleurs du roi du pétrole pour Rockefeller, on parle du roi de l'acier pour Carnegie. Ce sont des gens extrêmement puissants, très très riches. Toutefois, ces patrons qui sont très riches vont devoir faire face progressivement à la création d'organisations syndicales. Alors ces organisations syndicales ne sont pas mues par une idéologie comme en Europe à la même époque, où le marxisme ou l'anarchisme sont très importants. Aux États-Unis, vous n'avez pas ça. Les chevaliers du travail, c'est comme ça qu'ils s'appellent, ou la Fédération des syndicats américains, en fait, regroupent des syndicats qui ne cherchent pas du tout à faire la révolution, comme ça va être le cas pour des communistes ou des anarchistes par exemple. Ils cherchent essentiellement à avoir de meilleures conditions de travail et augmenter leur salaire. Donc ils sont très pragmatiques. Très pragmatiques. Voilà, alors je crois que jusqu'à présent je vous ai tracé un tableau plus ou moins complet, me semble-t-il, de la période qui précède 1914. Peut-être un petit mot quand même pour la politique extérieure. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, je vous l'ai dit, depuis le début des années 1820 avec Monroe jusqu'à la fin du 19, jusqu'à la guerre 1914, les États-Unis pratiquent une politique isolationniste, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se mêler des affaires européennes. Mais il y aura quand même une guerre contre l'Espagne qui va conduire à ce qu'en 1898, les Philippines deviennent une colonie américaine et que d'autre part, Cuba devienne pratiquement un protectorat américain. Le président Wilson lui-même est un homme qui va promulguer des lois, comment dirais-je, enfin qui est à l'origine, je vais en parler dans quelques instants, de l'entrée en guerre des États-Unis. J'aurais pu vous parler également de Theodore Roosevelt, ne pas confondre avec Franklin Roosevelt, qui va présider au destiné des États-Unis à partir de 1932. Theodore Roosevelt, c'est le président qui dirige les États-Unis au début de la Première Guerre mondiale et va lui succéder donc Wilson. Alors Wilson, en 1917, fait entrer les États-Unis en guerre à la suite de
Ça, je vous renvoie à ce que j'ai pu expliquer concernant la Première Guerre mondiale à la suite du torpillage par un navire allemand, par un sous-marin allemand d'un navire marchand américain et lusitania, et à la suite de cela, donc 1 million de soldats américains vont arriver en Europe. C'est eux qui vont évidemment faire pencher la balance en 1918 et faire perdre la guerre à l'Allemagne. Le président Wilson va proposer ces fameux points qui comprennent en particulier, au moment de la conférence de la paix, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas recommencer comme lors du Congrès de Vienne en 1815, Congrès de Vienne lors duquel on avait redessiné la carte de l'Europe sur la base de la volonté des souverains et pas du tout en tenant compte des populations locales. En 1919, là, on tient compte du peuple, des peuples, on va procéder à des plébiscites, en particulier en Europe centrale, et c'est ce qui explique que des territoires vont passer d'une puissance à une autre, et que des États nouveaux vont apparaître, comme la Pologne, la Tchécoslovaquie en particulier, ou la Yougoslavie. On passe à la troisième période, donc celle qui va de 1918 à 1945. Cette période, en tout cas les années 20, est marquée par une grande prospérité dans les années 20. Une prospérité qui fait un petit peu penser à ce que nous avons connu ces dernières années avant la crise de septembre 2008. C'est une période où les taux de croissance sont très élevés, c'est l'époque où des industries, des entreprises sont en train de croître très très rapidement. J'ai parlé de Ford déjà, j'ai parlé de Dupont de Nemours en particulier. C'est l'époque où, à partir quand même de 1926, il va y avoir des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un phénomène de surproduction. Et ça, j'ai eu l'occasion de vous en parler lorsque nous avons étudié ensemble les causes de la crise de 1929. Surproduction qui va conduire en fait à ce que l'offre soit supérieure à la demande, et donc ça va conduire à une réduction évidemment ça va conduire à des faillites, bien entendu, parce qu'on ne peut pas stocker indéfiniment ces produits, les biens que l'on produit. Et d'autre part, il y aura le phénomène de la spéculation qui va conduire au fameux jeudi noir, le 24 octobre 1929. Zorro arrive, c'est Roosevelt, 1932, il succède au président Harding. Il va présider aux destinées des États-Unis jusqu'au mois d'avril 1945, puisqu'il va mourir d'un cancer. C'est le seul président des États-Unis à avoir été élu 4 fois, donc il a été 3 fois réélu. Le dernier mandat, il n'a pas pu l'exercer du tout, simplement les tout premiers mois. C'est Harry Truman qui va lui succéder. Alors Roosevelt, il va mettre en œuvre un projet de relance des États-Unis, entre autres par le New Deal. Je ne vais pas y revenir non plus parce que ça a été traité dans le cadre d'un autre cours. En 1941, les États-Unis entrent en guerre. Au mois de décembre, c'est décembre, effectivement, le Japon détruit je crois que c'est la 7e flotte, si mes souvenirs sont bons, ou la 3e flotte américaine du Pacifique. Les États-Unis entrent en guerre, et à partir de ce moment-là, tout le complexe industriel et militaire se met en route. Paradoxalement, la mise en route de l'industrie sidérurgique, alors qu'on est en pleine guerre, va créer de l'emploi et va surtout permettre aux États-Unis de constituer les forces vives qui feront d'elles, après la Deuxième Guerre mondiale, la première puissance de la planète. L'économie des États-Unis était déjà bien importante avant, sinon on ne comprendrait pas que ce soit la crise américaine de 1929 qui soit à l'origine de la crise économique mondiale, bien entendu. Mais ça va certainement renforcer, sans aucun doute, la place des États-Unis sur le plan économique, sur le plan militaire, politique et diplomatique, certainement aussi.
On arrive à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui est gagnée par les Américains, hein, au lendemain d'Hiroshima et de Nagasaki, les 6 et 9 août 1945, et on entre ainsi dans la quatrième période. Cette quatrième période, qui va de 1945 à nos jours, est caractérisée par l'alternance au pouvoir des démocrates et des républicains. Juste après la guerre, ou plutôt à la fin de la guerre, c'est un président démocrate, tout à fait logiquement, qui succède à Roosevelt, puisque c'était son vice-président. Je vous rappelle que le vice-président n'est pas élu par la population, simplement il reçoit un ticket avec le président lors des fameux caucus, hein, vous vous souvenez de la convention, hein, du parti qui se tient en général, enfin il y a plusieurs conventions qui se tiennent, et donc quand un président, un candidat président, comment dirais-je, postule au moment des élections, il présente la personne qui l'accompagnera, qui servira de vice-président, et qui aura un rôle essentiel, parce que si le président est assassiné, s'il devient fou, s'il est empêché, ou si à l'affaire d'une corruption, comme c'est arrivé dans l'histoire des États-Unis, il ne veut pas poursuivre son mandat, ben c'est le vice-président qui, lui, n'a pas été élu par la population, qui devra terminer le mandat. Quand vous pensez qu'Harry Truman, il a fait presque 4 ans lors du premier mandat, parce que Roosevelt venait de mourir. Roosevelt avait été réélu pour la 3e fois quelques mois plus tôt, et donc vous avez comme ça un président des États-Unis, vous imaginez, d'un pays aussi puissant, qui n'a pas été élu, qui envoie des bombes atomiques, et qui a des pouvoirs quand même assez importants. Assez importants pourquoi? Parce que Roosevelt, à l'époque, dans les années 30, va renforcer les pouvoirs de l'exécutif au détriment du Congrès, alors que le Congrès avait, c'est-à-dire le Parlement avait un pouvoir très très important, hein, parce qu'on est dans une politique, dans une période d'interventionnisme des États. Hein. Ça va être même le cas en Belgique quand le planisme va être inventé par Henri de Man en particulier. Planisme qu'on verra également utilisé en France, l'idée, vous pensez bien, hein, on la trouve déjà. Vous vous souvenez, dès 1928, en URSS, avec Staline, avec la création des fameux plans quinquennaux. Voilà, donc c'est une idée qui est dans l'air dans les années 30. Harry Truman va gouverner jusqu'en 1952. Donc, c'est une époque, comment dirais-je, marquée par le début de la guerre froide. Mais une guerre froide assez... Enfin, froide, mais vraiment très froide, glaciale. Hein, même si, on ne peut pas jouer sur les mots, mais enfin on dit froide, mais avec des périodes très chaudes aussi. Hein. Ce qui s'est passé pendant cette période-là, c'est que à partir de Yalta en février 1945, le monde est divisé en 2 grandes sphères d'influence. D'une part, l'Ouest pour les Américains, d'autre part, l'Est pour le communisme, les soviétiques. Et des incidents importants vont se produire puisque Staline ne va pas tenir sa promesse en Europe centrale, des élections libres n'auront pas lieu, parce qu'aussi des coups vont être organisés contre les gouvernements en place, je pense en particulier en 1948 au coup de Prague. Ensuite, parce qu'en 1949 vous avez le blocus de Berlin. C'est l'année de la création de l'OTAN aussi, de l'OTAN qui est donc une association, une alliance défensive mise au point par les Américains pour avoir un glacis en Europe occidentale. En 1949, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la création de la République populaire de Chine. Hein. Ça ne laisse quand même pas indifférent tout à fait les Américains à cette époque-là. Puis vous allez avoir la guerre d'Indochine, hein, qui va durer jusqu'en 1954, même si ce sont les Français qui sont impliqués, mais 10 ans plus tard, à partir de 1963, ce sont les Américains, parce qu'il va falloir pratiquer ce qu'on appelle la politique du containment, c'est-à-dire l'endiguement face à la progression du communisme. Entre 1950 et 1952, vous avez la guerre de Corée, hein, qui va conduire à un statu quo après une guerre terrible. On va retourner aux frontières de 1950. Vous allez avoir aussi, comment dirais-je, même une lutte dans le domaine de l'aérospatial.
ce sont les Russes qui, pour la première fois, envoient en 1957 un satellite dans l'espace, autour de la Terre, Sputnik. Vous avez également, en 1959, au début de l'année, la prise du pouvoir à Cuba des communistes avec Fidel Castro. Enfin, c'est un socialiste, il rentrera vraiment dans l'orbite soviétique à partir de 1961, parce que les Américains vont tenter un débarquement avec des contre-révolutionnaires cubains venant de Floride dans ce qu'on appelle la baie des Cochons. Hein. En 1962, il y aura l'affaire des missiles à Cuba. Des rampes de lancement avaient été mises en place par les soviétiques. Et donc, il y avait le risque d'une nouvelle guerre mondiale. Les soviétiques vont finalement reculer, mais contre d'autres garanties. Hein. Ça ne s'est pas fait gratuitement, bien entendu, c'est la politique du donnant-donnant. Voilà, donc c'est la période de la guerre froide, qu'on appelle celle de la guerre froide, mais qui est en fait celle d'une guerre qui est quand même chaude à certains moments. Le terme froid signifie que les deux supergrands ne s'attaquent pas directement. Vous n'avez pas une armée soviétique face à une armée américaine, mais ils se battent par puissance moyenne interposée ou petite puissance interposée. C'est le cas dans la guerre de Corée. Hein. Là, vous avez les Américains, mais vous n'avez pas les Soviétiques qui directement sont sur le terrain. Bien entendu, il y a des conseils militaires soviétiques qui aident les Coréens du Nord. Vous avez quand même des Chinois. Hein. Ça faisait peur, hein, parce que les Chinois étaient sous-équipés, mais ils étaient très nombreux. Et en plein hiver, ça faisait quand même paniquer non seulement les Américains, mais les troupes de l'ONU qui ont été envoyées là-bas. Il y a quand même eu 500 Belges qui sont morts pendant la guerre de Corée. Vous connaissez peut-être le monument commémoratif qui se trouve à Olieu-Saint-Pierre, à avenue Terre-Buren. Voilà, et puis alors vous allez avoir cette guerre du Vietnam de 1963 à 1973, hein, qui va conduire des centaines de milliers de soldats américains à l'autre bout du monde. Ils vont se demander pourquoi on se bat là-bas. Voilà, alors, je reviens un petit peu en arrière pour la politique intérieure. La fin des années 40 et le début des années 50 sont marqués par ce qu'on appelle le macartisme. Le macartisme tire son nom d'un sénateur républicain qui s'appelait McCarthy et qui a fait passer une loi qui menait une véritable chasse aux sorcières des gens de gauche. Alors quand je dis les gens de gauche, ce n'étaient pas les communistes spécialement, c'était les syndicalistes, c'était des gens qui avaient des tendances socialistes, même pas marquées parfois, c'était les intellectuels, c'était les artistes. De nombreux artistes d'Hollywood ont dû arrêter de travailler à ce moment-là, parce qu'on supposait qu'ils avaient des sympathies pour la gauche. Quand vous pensez que Charlie Chaplin a dû partir à ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais là, quand vous étiez en première, j'ai parlé de Moses Finley, qui était un professeur d'histoire ancienne aux États-Unis, qui a dû fuir, qui a dû partir s'exiler en Angleterre à cette époque-là, à l'époque du macartisme. C'était quelque chose qui était fréquent. Il y a de nombreux acteurs qui ont dû partir d'Hollywood parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir des sympathies pour le communisme. On a même soupçonné un couple comme ça, les époux Rosenberg, d'être des espions soviétiques. On n'a jamais pu prouver s'ils étaient ou non des espions. Maintenant, il semblerait plutôt que c'était vraiment des espions, mais enfin, ils ont été condamnés tous les deux à la chaise électrique, l'homme et la femme. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a cette crainte absolue du communisme. Les choses vont commencer à se réchauffer un petit peu, dans le bon sens cette fois, entre les États-Unis et l'URSS avec Khrouchtchev, hein, donc à la fin des années 50 et au début des années 60. Une ligne directe va d'ailleurs être installée entre Washington et Moscou, hein, le fameux téléphone rouge. Voilà. Alors le début des années 60, après les 2 mandats du président Eisenhower, le même qui avait été général en chef des armées alliées au moment du débarquement en Normandie en juin 1944, qui est un républicain, est élu un président qui est resté comme
une figure tout à fait légendaire dans l'histoire des États-Unis, donc de 1960 à 1963, c'est John Fitzgerald Kennedy, hein, qui va être assassiné donc, dans le dernier trimestre de l'année 1963. Alors Kennedy va lancer un projet très généreux, bien que lui-même appartienne à la très haute bourgeoisie, il était milliardaire, il n'avait pas seulement son physique pour lui, et une jolie femme, hein, qu'il trompait d'ailleurs, enfin ça, je ne vais pas rentrer dans ce genre de considération, c'est pas mon habitude. Vous connaissez certainement la fameuse scène où on voit Marilyn Monroe qui est en train de dire « Happy birthday, Mr. President ». Ça vous dit certainement quelque chose. Bon. Alors, il va prononcer un discours célèbre au mois de juin 1963, dans lequel il dit que quand on est noir aux États-Unis, on a moins de chance que les autres. Il dit que quand on est né noir aux États-Unis, on a 2 fois moins de chances de terminer ses études secondaires. On a une espérance de vie qui est de 6 ou 7 ans inférieure à celle d'un blanc. Si l'on fait des études universitaires, on a 3 fois moins de chances qu'un blanc de terminer ses études, etc. On a des difficultés, on a beaucoup plus de difficultés à devenir propriétaire, etc. Et il lance, Eisenhower avait déjà essayé d'améliorer la situation, il lance à ce moment-là cette idée d'une nouvelle société, donc, et surtout, il ne peut pas admettre, dit-il dans son discours, que les États-Unis se présentent comme le champion de la liberté, de l'égalité, de la liberté dans le monde, alors que sur le territoire même des États-Unis, il y a encore des gens qui sont considérés comme des sous-hommes. Effectivement, il avait mis le doigt sur la plaie à ce moment-là.